Tac. Je vais commencer par introduire cette présentation. Je vais aussi couper les micros des personnes qui participent. Quoique jusque-là, j'entends pas de bruit. Bon. Je pense que les micros ont l'air déjà coupés. Donc, à l'issue de la présentation que nous allons faire avec Philippe Vissac, vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions, plutôt par écrit, parce on s'est rendu compte avec l'expérience qu'on répondait à beaucoup plus de questions par ce canal. Je me permets aussi de vous signaler, pour ceux qui n'ont pas vu les notifications passer, qu'il y a une première présentation la semaine dernière, à l'issue de laquelle nous avons publié une première salve de réponses aux questions qui ont déjà été posées. Donc, il est possible que certaines des questions posées ce jour trouvent leur réponse dans cette foire aux questions du jour. Donc ça, c'est pour les détails pratiques. Je suis donc Mélanie Candas, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt sur les démonstrateurs territoriaux agriculture et alimentation durable. J'interviens donc en tant qu'opérateur pour cette AMI, pour le compte de l'État et en lien très étroit avec le secrétariat général pour l'investissement et le ministère pour aujourd'hui de l'Agriculture et de l'Alimentation, en la personne de Philippe Vissac aujourd'hui, qui est l'un des 2 coordinateurs qui a été nommé pour piloter cette mission. Philippe Vissac, donc nommé pour la partie des systèmes agricoles en faveur de la transition agroécologique et qui est parmi nous aujourd'hui et à qui je vais passer la parole tout de suite. Je vous demande juste une seconde, le temps de basculer du temps. Voilà, Philippe, je t'en prie, je t'invite à prendre la parole. Merci Mélanie, vous m'entendez bien? Bon, bonjour à toutes et à tous. Très bien. Alors, est-ce que, donc, comme Mélanie l'a dit, on est sur une des mesures des 2 stratégies d'accélération, donc celle dont je m'occupe sur les systèmes agricoles, mais également celle dont s'occupe Benoît Assema, un collègue sur l'alimentation durable et favorable à la santé. Et en fait, c'est la mesure la plus importante. Quand on regarde les moyens qui sont consacrés avec ces 2 stratégies, les 880 millions, c'est celle qui représente le plus de moyens. C'est pas anodin et on va essayer de vous montrer pourquoi il était important de consacrer des moyens très, très significatifs sur cette approche territoriale. Diapo suivante. J'ai un petit souci technique, Philippe, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. C'est pas très grave, sinon je peux. Laisse-moi une petite seconde. Vas-y, prends ton temps. En fait, pendant que le diaporama se met en place, avec ces 2 stratégies, on est en présence de moyens publics qui sont consacrés à des technologies clés. Et notamment s'agissant de l'agriculture, on a identifié les agroéquipements et la robotique agricole. On a identifié le biocontrôle et les biostimulants. On a identifié évidemment la partie génétique avec des nouvelles techniques qui permettent de sélectionner de manière beaucoup plus efficace, en lien bien sûr avec notamment le changement climatique. Et on a identifié l'évolution de toutes nos activités finalement sociétales autour du numérique. Et voilà, si vous voulez, les technologies qui sont adressées par un certain nombre de mesures. Et en fait, là, diapo suivante. Diapo suivante. En fait, là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est la manière dont on peut répondre aux enjeux des territoires avec ces technologies ou finalement en adaptant ces technologies aux enjeux locaux, tels qu'ils peuvent se présenter, en lien évidemment avec la nécessité d'une alimentation qui s'est de plus en plus localisée. On va l'illustrer après. Évidemment, au sortir du Varenne de l'eau pour le ministère de l'Agriculture, une attention particulière à la gestion de l'eau. Et puis, bien entendu, tout ce qui tourne autour
d'un certain nombre de démarches de décarbonation, de meilleure utilisation, de recyclabilité des produits et cette nécessité qu'il y a pour le monde agricole de faire évoluer, les intrants qui sont mobilisés. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour camper le décor, en étant convaincu bien sûr que, c'est à ces échelles territoriales que vont se faire que vont être prises en compte ces différents enjeux pour avancer avec les acteurs locaux. Donc, diapo suivante. Alors, voilà, donc, on n'est pas sur un modèle rétrograde, on est sur un modèle d'avenir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit bien sûr de prendre en compte la demande sociale. Il s'agit bien sûr de considérer les technologies clés qui doivent être des opportunités. Et il s'agit aussi d'être, tout à fait, réaliste sur le fait que, on parle évidemment d'une alimentation saine, d'une agriculture agroécologique et que, ce faisant, bon, bah, il faut qu'on reste malgré tout compétitif. C'est-à-dire qu'il y a une espèce évidemment heu des impératifs économiques qui vont s'imposer, mais, tout en améliorant quand même la qualité des produits, et la qualité des services environnementaux. Alors, bon, et évidemment tout ça se fait, en essayant de proposer, différents modèles, mais, en considérant que le statu quo n'est pas tenable. Voilà, donc, diapositive suivante. Alors pour illustrer, le propos, mon collègue Benoît Sema n'est pas là, cet après-midi, mais, ni Jean-Marc Callois d'ailleurs le pilote de cette, mesure. Mais, bon voilà un exemple par exemple de, la dynamique des PAT avec, à date, pratiquement, plus de 300 PAT labellisés. Alors les démonstrateurs territoriaux, c'est pas, des moyens additionnels pour, labelliser, 50-80 PAT de plus. C'est l'idée que, on va pouvoir, monter des PAT++ sur lesquels on va considérer beaucoup plus de questions, liées à la relation entre, le monde agricole et les et les lieux de consommation, et qu'on a l'opportunité de faire, comme ça avait été un petit peu, déjà initié avec les territoires d'innovation, mais on a l'opportunité de faire mieux avec un certain nombre de leviers innovants. Voilà, diapositive suivante. Un autre exemple avec les circuits courts, puisqu'on vient d'avoir les chiffres, tout récemment du dernier recensement agricole, où on voit qu'il y a une progression, de ces circuits courts. Mais cette progression, on peut sans doute aller plus loin. Vous voyez qu'il y a des territoires sur lesquels et des filières sur lesquelles on est particulièrement, bien positionné, mais il y en a un certain nombre d'autres qui sont, un peu en retard. La carte de France, montre aussi également, des est assez contrastée. Voilà, il y a vraiment des progrès à faire là-dessus et on peut très bien imaginer là aussi que grâce à des leviers innovants, grâce au numérique, on peut, améliorer encore plus, que ce ne l'a été fait, par le monde agricole, cette, relation avec les consommateurs, cette relation de proximité. Diapositive suivante. Voilà, donc ça, c'est toujours autour de cette question des circuits courts, qui est un sujet de prédilection pour Jean-Marc, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup fait de recherches là-dessus. Voilà, vous aurez les diapos, c'est pour illustrer la progression, qui ne doit pas constituer enfin, un encouragement à aller plus loin. Diapositive suivante. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Là, bon, c'est la diapo, qui pour moi, est essentielle. C'est celle qui, heu, comment dire? Par laquelle l'État doit, à travers l'opération, confiée à la Banque des territoires, accompagner l'innovation sur les territoires. Alors, on donne ici une définition de l'innovation. Il y en a sans doute plusieurs, mais par innovation, évidemment, on entend aussi l'innovation organisationnelle. C'est pas uniquement des leviers, techno, des leviers, agronomiques ou des leviers génétiques. Il y a aussi l'idée de proposer de nouvelles formes d'organisation, à condition qu'ils soient adaptés, à des contextes,
territoriaux, parce qu'il va falloir, dans les projets que vous allez porter, circonscrire un territoire, à condition que, plusieurs acteurs des territoires soient impliqués et pas uniquement, telle, famille professionnelle, voilà, pas uniquement des agriculteurs, avec l'idée que, on ait une certaine, lucidité sur le point de départ, où on en est, et quels sont les en fait les enjeux, mais en les hiérarchisant. Et puis évidemment, avec l'idée qu'on va, apporter quelque chose de supplémentaire, dans le et j'allais dire de réplicable, mais donc Mélanie reviendra là-dessus. Mais, si on fait ça, c'est évidemment pour que ça ait un côté exemplaire, qui puisse ensuite être, ces projets puissent être, repris ailleurs et puissent inspirer d'autres acteurs, à la suite des financements qui sont apportés là. Voilà. Je crois que c'est à toi Mélanie maintenant. Je te remercie de ne pas me couper l'herbe sous le pied. Je suis sensible à cette attention de ta part et de me laisser un peu. Ah, tiens, de nouveau, le PowerPoint s'est figé. Il me fait des petites blagues, ce PowerPoint. Je vais en effet, de mon côté, continuer dans ton sillon, Philippe, si je peux me permettre, pour rentrer dans les détails plus opérationnels maintenant du projet et pour vous présenter, alors d'une part, je dirais de reprendre le contexte un petit peu du PIA 4, hein, puisque c'est un sujet que je sais maintenant d'expérience que beaucoup d'entre vous ont déjà expérimenté. Donc c'est important, je pense, de se redonner un petit peu le cadre d'intervention de l'AMI, reprendre un petit peu en détail les deux stratégies dont on a parlé assez rapidement, et puis surtout s'attacher à ce qui intéresse, je pense, beaucoup nos interlocuteurs aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un démonstrateur territorial et comment on fait pour candidater si toutefois on pense qu'on a un projet qui rentre dans les clous de l'AMI. Donc, pour ce qui est du cadre d'intervention, de l'appel à manifestation dont on parle aujourd'hui, on a voulu, par cette animation visuelle, vous redonner les grandes enveloppes budgétaires, les grands enjeux aussi, qui donnent à voir, je trouve, hein, de manière assez explicite, la stratégie de transformation profonde en matière d'agriculture et d'alimentation qui est ainsi tracée. Donc, France 2030, c'est un fonds pour lequel il y a eu des abondements récents. Donc, on a une enveloppe globale de 54 milliards d'euros. Le PIA numéro 4, il fait suite, évidemment, au PIA numéro 3, mais que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, il représente une enveloppe globale de 20 milliards d'euros. Et pour la partie agriculture et alimentation, si on englobe en plus la forêt, on est à 1,5 milliard, oui, 1,5 milliard, sachant qu'il y a d'autres axes, bien sûr, qui sont concernés, qu'on a listés, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais voilà, l'éducation, l'enseignement, la santé, le spatial, les villes durables. Donc pour ces actions, l'État a mandaté 4 opérateurs pour s'occuper de la partie agriculture et alimentation. Donc les 4 opérateurs que sont l'ADEME, BPI France, l'ANR et la Banque des territoires pour l'appel à manifestation d'intérêt sur les démonstrateurs territoriaux dont nous parlons aujourd'hui. Le PIA, il soutient depuis 2010 des projets innovants qui sont destinés à augmenter le potentiel de croissance de l'économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l'organisation socio-économique du pays. Il a été lancé pour ce PIA numéro 4 en janvier 2021. Et donc j'en ai un petit peu parlé, les axes donc SADA pour systèmes agricoles durables, je ne me souviens jamais du sigle exact d'ailleurs, et ADFS pour alimentation favorable à la santé, donc, que je vais vous présenter tout de suite après. Il couvre finalement un double continuum qui va de l'amont agricole jusqu'au consommateur, avec un pilotage commun, des actions communes, et qui va de notre part du laboratoire de recherche jusqu'à la commercialisation de solutions combinées. Donc 2 stratégies, je l'ai dit. Voilà, je retrouve mon fameux sigle que j'ai toujours un petit peu de mal à manipuler.
Donc la première des 2 stratégies d'accélération, c'est celle dont s'occupe particulièrement Philippe Vissac, que vous avez entendu juste avant. Systèmes agricoles durables et équipements agricoles contribuant à la transition écologique. Donc ces objectifs, ils sont multiples. Donc on l'a dit, hein, l'enveloppe globale de cette stratégie d'accélération, elle est de 428 millions d'euros. Elle a pour objectif de construire le modèle agroécologique de demain pour préserver l'environnement. Hein, donc, par ce premier objectif, on entend la mobilisation de la recherche, on entend le fait de favoriser la robotique agricole pour assurer une production plus écologique, déployer le biocontrôle, par exemple, aussi pour réduire l'usage des produits phytosanitaires, soutenir les expérimentations en conditions réelles pour favoriser le passage à l'échelle. Un deuxième objectif de cette stratégie-là, c'est de travailler à la résilience et à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Donc il s'agit, dans l'esprit du projet, hein, de faire en sorte de valoriser au mieux les ressources énergétiques, de soutenir l'innovation des entreprises au profit de la transition agroécologique et climatique, et enfin de soutenir l'industrialisation et la compétitivité des solutions d'agroéquipement et de biocontrôle. Le troisième objectif de cet axe, c'est de structurer les filières agricoles et les territoires en favorisant une approche intégrée. Hein, donc là, on approche vraiment du cœur du sujet des démonstrateurs territoriaux, avec un premier volet qui est l'adaptation de la formation aux nouvelles pratiques agricoles et de soutenir l'attractivité des métiers qui, malheureusement, on le dénonce bien souvent, peinent à attirer les talents. Donc là-dessus, il y a un autre appel à projet, un autre appel à manifestation d'intérêt, pardon, qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, qui a été mis en place, qui lui aussi est opéré par la Banque des Territoires, cette fois-ci en main dans la main avec l'ANR, et pour lequel je vous invite à consulter les informations si vous pensez que votre projet peut contenir une brique formation. Donc, sous-tendu à cet objectif, on a aussi l'idée de soutenir le développement des technologies numériques pour l'agriculture. Donc, c'est un sujet dont on parlera beaucoup, je pense, pendant le Salon de l'agriculture, hein, selon les informations que nous recevons à ce jour. Et finalement, d'accompagner les fabricants d'un point de vue réglementaire pour déployer des robots agricoles nouveaux, puisque ça, c'est un sujet, un frein éventuellement que l'AMI se propose d'aider à lever. Pour conclure, la dernière et non des moindres, puisque je prêche ma paroisse aujourd'hui, la dernière action sous-tendue par cet axe, c'est de mettre en place des démonstrateurs territoriaux en conditions réelles pour déployer des solutions innovantes. Donc là, on est effectivement en prise directe avec l'AMI du jour, dont on parle aujourd'hui. Pour la stratégie alimentation durable et favorable à la santé, les objectifs, là aussi, ils sont triples. Il s'agit d'accompagner, alors là, du coup, comme tu l'as dit, Philippe, c'est Benoît Assema, le coordinateur qui a été nommé par le SGPI pour coordonner cet axe-ci, qui est absent malheureusement et excusé aujourd'hui. L'enveloppe globale de cet axe-ci, elle est de 449 millions d'euros. Et ces objectifs, donc, ce sont bien d'accompagner l'industrie agroalimentaire pour répondre à la nécessité des transitions alimentaires et agricoles. Donc, il y a là la notion de développement des filières des protéines végétales, par exemple, pour améliorer l'autonomie, la diversification alimentaire, de l'élevage et de l'alimentation humaine. Améliorer la compétitivité, la durabilité du secteur alimentaire, améliorer l'environnement réglementaire aussi pour que les entreprises puissent se l'approprier peut-être plus facilement, adapter les formations, enfin pour rendre plus attractifs et complémentaires les métiers compétitifs, les métiers et les emplois agroalimentaires. Donc là aussi, il y a une brique compétences et métiers d'avenir dans l'appel à manifestation d'intérêt dont j'ai parlé il y a quelques secondes. Un deuxième objectif de cet axe, c'est de mieux comprendre les liens entre santé et alimentation pour développer des aliments favorables à la santé. Donc là, dans l'esprit du rédacteur de l'AMI, l'idée, c'est vraiment de soutenir la recherche autour du microbiome, notamment pour mieux comprendre le lien entre santé et alimentation, développer les ferments du futur pour des aliments de qualité nutritionnelle améliorée, notamment.
structurer une filière française d'ingrédients alimentaires favorables à la santé. Et enfin, le troisième objectif, c'est de répondre aux besoins et aux attentes du consommateur pour une alimentation plus saine, durable et accessible. Et là-dessus, on retombe à nouveau sur notre fameux AMI démonstrateurs territoriaux avec le développement de systèmes alimentaires territoriaux compétitifs. Ça, c'est vraiment une notion qui est au cœur de l'AMI. Je pense qu'on peut considérer qu'il y aura une prime à des projets qui prendront en compte les notions de circuit court, d'économie circulaire, de lien entre les zones rurales et urbaines, qui aujourd'hui sont encore trop lâches. Il y a aussi des sous-objectifs qui sont sur l'alimentarité des emballages, la communication des informations aux consommateurs et le soutien là aussi à la recherche. Donc là-dessus, il y a d'autres appels à projets qui sont portés notamment par BPI et dont on pourra éventuellement vous envoyer les liens s'ils vous intéressent. Pour ce qui est des démonstrateurs territoriaux, l'AMI en question a l'ambition de favoriser l'émergence de 15 à 30 démonstrateurs territoriaux pour une enveloppe, donc je l'ai dit, de 152 millions d'euros, avec pour objectif principal et permanent de faire le lien entre innovation et transition agroécologique. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de démonstrateur territorial? Je pense que ceux d'entre vous qui se sont intéressés de près ou de loin au projet TIGA peuvent commencer à avoir une idée assez précise de qu'est-ce que peut être un démonstrateur territorial. On va en parler quand même plus précisément pour tous. Déjà, dans la notion de démonstrateur territorial, il y a la notion de multipartenariat. C'est-à-dire qu'on va, les membres du jury qui vont analyser les dossiers vont s'attacher à s'assurer de la représentativité la plus large représentée par les partenaires regroupés autour du porteur ou du chef de file. Donc, on va évidemment regarder que dans le groupement ou le consortium qui sera créé ou a créé pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, figure le maximum d'intervenants que possible parmi la liste que vous voyez là, c'est-à-dire des acteurs publics, des acteurs privés, dont les startups, des producteurs, des représentants de la société civile, du monde associatif, pourquoi pas, d'acteurs issus du monde de la recherche, de l'enseignement, de la formation professionnelle aussi et de l'emploi. Oui, Philippe, tu veux prendre Non, la je crois parole? que les diapos ne pas. Ah oui, les diapos sont passés, d'accord. Je les voyais pas. C'est bon. Très bien. Excuse-moi. Il vaut mieux s'inquiéter pour rien que pas s'inquiéter alors qu'il le fallait. Donc, ça, c'est pour la partie multipartenariale. Ensuite, on va regarder que dans les projets, la philosophie sous-tendue par l'intention qui est décrite par les porteurs, elle soit, je dirais, articulée autour d'une approche systémique. C'est-à-dire que on a commencé à avoir des auditions avec des candidats déjà assez nombreuses. Il ne s'agit pas de venir présenter le projet d'un acteur isolé. Il va vraiment falloir faire la preuve d'une réflexion collective, concertée, collaborative, autour d'un projet ambitieux, puisque vous avez vu, et puis vous verrez un petit peu plus loin que les enveloppes sont quand même significatives, d'un projet aussi innovant. Il va falloir faire la preuve de résultats mieux-disants par rapport aux usages en vigueur actuellement. Alors, quand on dit innovant, Philippe, tu as commencé à l'aborder, je veux quand même être assez transparente et rendre tout le monde le plus serein que possible par rapport à ce terme. On peut entendre par innovant des projets qui puissent être relevés d'une innovation, pourquoi pas technologique, mais peut-être aussi organisationnelle, une innovation de procédés, une innovation sociale. Peut-être des projets qui mettraient en œuvre des solutions qui n'avaient jamais été couplées ensemble, et en tout cas toujours au service de la transition agroécologique. Et donc ces projets devront se proposer de déployer une stratégie de transformation territoriale. Donc par la notion de territoire, évidemment, charge aux porteurs de projet de définir les contours de l'entité territoriale qu'ils considèrent comme étant légitime à candidater. Nous avons eu déjà beaucoup de questions sur ces sujets-là.
Il y a parfois peut-être des territoires limitrophes qui pourront être appelés à répondre ensemble parce qu'ils partagent des enjeux territoriaux tellement imbriqués que des candidatures isolées n'auraient pas de sens. On pourra en parler davantage si vous le souhaitez un peu plus tard. Pour terminer, la notion de démonstrateur territorial, elle implique de facto celle de réplicabilité. Donc évidemment, pour ceux qui seraient fondés à répondre pour la relève du 1er juin, la première relève, on ne vous demande pas de pouvoir faire la preuve d'une réplication déjà effective. Évidemment, on va regarder des projets sur la base d'une intention collective et on va s'attacher à ce que la réplicabilité ait été intégrée dans la réflexion, que pourquoi pas des jalons soient déjà posés pour qu'elle soit possible. Mais évidemment, on n'attendra pas des porteurs de faire la preuve irréfutable de la réplication déjà effectuée. Autrement, vous seriez de facto exclu du périmètre de l'AMI, puisque là, on vient s'intéresser à des projets en phase d'amorçage. Des projets déjà répliqués seraient de facto rendus inéligibles, ou en tout cas sortiraient de la zone d'intérêt ou de la zone d'intervention de l'AMI. Alors, on nous demande aussi beaucoup, est-ce qu'on a des exemples? Alors là, c'est un peu la question piège pour nous, hein, parce que l'opérateur, aussi bien que les représentants interministériels, par cette slide, ne veulent absolument pas flécher pour vous des projets. L'idée, c'est de vous donner là des pistes thématiques qui pourraient constituer autant de socles pour futurs démonstrateurs territoriaux. Donc, je ne les lirai même pas à haute voix. Je vous laisserai en prendre connaissance dans le support qui est déjà en ligne sur le portail de la Banque des Territoires. Maintenant, cette liste ne doit absolument pas brider votre créativité. C'est juste que cette question des exemples, on nous l'a posée tellement de fois qu'on s'est senti un petit peu obligé de la sonder, de la fouiller un petit peu davantage. Je termine avec quelques données, je dirais, pratiques, hein, qui, je pense, vous intéressent aussi beaucoup. Donc, je l'ai dit, une première relève surviendra le 1er juin. Une seconde est programmée le 2 décembre. Et sous réserve que l'enveloppe ne soit pas totalement épuisée ou que des projets ne soient pas encore tout à fait aboutis, une troisième relève pourrait être programmée en 2023. Donc, les dossiers qui seront relevés en juin seront présentés vraisemblablement fin septembre, début octobre au jury de sélection, qui, une fois qu'il aura décerné la liste des lauréats, ou délivré plutôt la liste des lauréats, donnera suite à l'ouverture de la phase d'incubation. Donc, la phase d'incubation, qu'est-ce que c'est? Ça va être une phase pendant laquelle la Banque des Territoires va accompagner les porteurs pour faire maturer les projets qui auront été présentés. Donc, ça peut sous-tendre quel type de prestations? Majoritairement des prestations d'ingénierie qui pourront concerner aussi bien la maturation du statut juridique, les études de marché à réaliser, les études d'impact environnemental éventuelles qui n'auraient pas été faites, l'accompagnement à la structuration des modèles de coopération, la mise en place d'une gouvernance souple et agile. Voilà, un grand nombre de corps de métier et de conseils divers pourraient être appelés à intervenir dans cette phase qui pourra durer maximum 18 mois et donner lieu à un cofinancement à 50% de maximum 300 000 €. Donc, quand je dis maximum 18 mois, qu'est-ce que ça sous-tend? Ça sous-tend que dès lors que les projets seront considérés comme prêts à être présentés au comité d'engagement, cette fois-ci, ils le seront. Il n'y a pas d'effet de goulot d'étranglement ou pas de ralentissement inutile pour vos projets qui seraient déjà dans les starting blocks. On les présentera dès que possible au comité d'engagement pour que puisse s'ouvrir la deuxième phase où cette fois-ci, on rentrera dans la réalisation des actions prévues par les porteurs pour des subventions comprises entre 2 et 10 millions d'euros. Et là aussi, dans l'esprit du PIA, un cofinancement maximum de 50%. On a noté ici, très exceptionnellement, ce cofinancement pourra être revu au cas par cas, mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là aujourd'hui.
Donc l'idée dans cette AMI, vous le comprenez, c'est d'espérer voir émerger des démonstrateurs territoriaux dans un délai quand même raisonnable, hein, j'entends par là pas à long terme, hein, plutôt à moyen terme, et des démonstrateurs suffisamment significatifs, puisqu'on est sur des enveloppes quand même conséquentes. Les conditions d'éligibilité pour la première vague, bon, ben, je l'ai déjà pas mal esquissé, hein. Il s'agira d'être porté par un collectif, dont impérativement au moins une collectivité territoriale. Celle-ci pourra ne pas être chef de file si besoin et exceptionnellement, mais elle devra faire partie du groupement impérativement. Bon, il faudra évidemment que le dossier soit complet, hein, qu'il ait respecté les règles du dossier de candidature que vous avez probablement déjà téléchargé sur achat public. S'inscrire bien évidemment dans le périmètre des 2 stratégies dont on a parlé longuement aujourd'hui et présenter pour la première phase d'incubation une demande de financement d'un montant maximum de 300 000 euros. Comme j'en arrive à la fin, je vous donne juste voilà, les informations les plus pratiques que possible. Donc, je l'ai dit, le cahier des charges, le dossier de candidature sont accessibles depuis le portail de la Banque des Territoires et donc qui renvoie au site d'achat public. Si vous souhaitez que nous échangions, des créneaux de 30 minutes sont ouverts à tous les candidats qui le souhaitent. Il vous suffit de nous adresser un mail à l'adresse générique qui sera affiché dans la dernière slide et on programme ça ensemble rapidement. Donc, quelques recommandations, hein. Celles-ci, elles sont formulées, comme je vous l'ai dit, suite au premier créneau qu'on a déjà pu accorder. Mener une réflexion quand même déjà assez approfondie sur est-ce que mon projet est innovant et dans quels termes? Est-ce que mon projet est réplicable et dans quels termes? Est-ce que mon projet se donne des exigences de performance environnementale mieux disantes par rapport aux standards existants? Qui seraient les partenaires intéressés? Et quels sont mes besoins dans la phase d'incubation? Alors là-dessus, vous avez pu voir certainement que le dossier de candidature est très léger. On ne vous demande pas de rentrer dans un détail vraiment cornélien. On vous demande juste de lister les actions prévues avec des enveloppes budgétaires estimées. Voilà. Donc les, les informations dont je vous ai parlé, les voici. L'adresse générique, elle est sous vos yeux. Est-ce que Philippe, tu veux un petit temps pour conclure avant qu'on ouvre la phase des questions-réponses? J'ai été un petit peu longue. Non, Est-ce non, que tu non, non, non. as un Moi, petit... c'était très bien. Il y a pas de. Je pense qu'il faut privilégier maintenant les échanges avec Voilà. les, Donc, les, invi- les invités, les participants, et voilà. Non, non, c'était très bien. merci à toi. Alors, on va donc commencer tout de suite avec les questions. Euh, Est-ce que c'est bien la première? Oui. Je vous demande une seconde. Je remonte le fil parce qu'il y en a déjà beaucoup. Oui. Alors, on me dit de m'attacher aux 3 dernières, donc je redescends. Hop. Ah oui, vous avez répondu par écrit, les filles. Super. Est-ce qu'un démonstrateur doit être un lieu physique? C'est-à-dire, bien sûr, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je regarde mes collègues qui sont autour de moi Bah, pour voir comment les personnes ont... enfin, on s'adresse, excuse-moi, je voudrais intervenir. Alors évidemment, si on parle d'innovation organisationnelle, on peut avoir des acteurs qui interagissent Ah, entre eux. attends, Philippe, un peu plus bas dans le fil, on me dit une plateforme digitale. Bah, Alors, si elle est au service d'un démonstrateur territorial, peut-être, pourquoi pas? Le numérique a une belle bah, place. mais si tu permets, enfin moi je pense qu'il faut qu'il y ait un ancrage en lien avec un territoire. Voilà, il faut la plateforme digitale, elle peut traiter des données collectées chez des acteurs du territoire, pas forcément évidemment des agriculteurs ou des professionnels, mais pas seulement. Ça peut être aussi des recherches participatives, etc. Donc, il faut que la plateforme digitale soit un point d'appui pour partager des données, partager de l'information. Et de toute façon, faut qu'il y ait, ça peut exister dans le projet, mais il faut que ce soit lié à une réalité physique. Voilà, il faut qu'on s'adresse à un certain nombre
d'éléments d'activité du territoire ou d'éléments paysagers ou autres. Voilà, donc, mais il peut y avoir une dimension numérique, on l'a dit, hein, il peut y avoir, ça a été dit tout à l'heure, ça fait partie des innovations qui sont attendues. Mais pas exclusivement ça. C'est pas, voilà. Un ou plusieurs sites, plusieurs terrains d'expérimentation. Alors là-dessus, vous avez dans la foire aux questions qu'on a publiée ce matin, il y a une question qui a été posée la semaine dernière qui est un peu proche de celle-ci. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je vais la relire telle qu'elle. Je la cherche juste rapidement. Ah bah oui, tiens, tu peux la partager. On va vous la partager à l'écran, voilà, ce sera le plus simple, puisqu'elle elle a été rédigée telle qu'elle. Et pendant ce temps-là, je prends connaissance des autres questions. Donc voilà, comme je vous le dis, la réponse à la question un ou plusieurs sites, plusieurs terrains d'expérimentation, on vous la met à l'écran. Il y a aussi une question sur la loi tech. Ah, la low tech, c'est ça que tu veux dire? On a répondu, d'accord. Mélanie, il y a une question sur les DOM. Il y en a eu plusieurs, si tu peux répondre sur les territoires d'outre-mer. Oui, on en a répondu par écrit, Philippe, mais en D'accord. effet, il n'y a aucune exclusion. Les DOM sont, enfin voilà, il n'y a aucune exclusion. Les DOM peuvent répondre, la Nouvelle-Calédonie peut répondre. On a souvent eu la question, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on a une question sur les coûts complets ou les coûts. Mince, je l'ai perdu, je l'ai fait défiler. Qu'est-ce que c'est que tu me dis? Alors, lorsque l'on répond à l'AMI pour la première vague, on répond pour une phase d'incubation seulement. C'est dans un second temps seulement que l'on propose un projet consolidé pour la phase de mise en œuvre. Non, quand vous répondez, on vous demande de détailler ce que vous avez prévu pour les deux phases. Maintenant, bien entendu que pendant la phase d'incubation, il est possible que ce que vous aviez prévu comme action à la phase 2 évolue. Et donc, ce serait tout à fait normal. Mais si vous avez déjà en tête, si vous visualisez déjà par quelles actions, quelles dépenses vont se traduire à la phase 2, dans le dossier de candidature, vous avez un onglet phase 1, phase 2. Et donc, j'ai envie de vous dire qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Le plus vous aurez d'informations et le mieux ce sera. Le passage à... Oui, pardon, Philippe. Non, il y a une question qui est importante là, qui est posée par donc savoir si il manque un ou des acteurs listés en diapo 14, est-ce rédhibitoire? La diapo 14, elle énumère tous ceux qui peuvent prendre l'initiative d'un démonstrateur territorial, avec ce point d'attention sur le fait qu'une collectivité territoriale doit être systématiquement impliquée. Mais ça ne veut pas dire que tous les acteurs qui sont sur cette diapo doivent être impérativement dans chacun des projets. Il faut faire attention, hein, il ne faut pas qu'il y ait de contresens. C'est juste moi je trouve que ça, la Banque des territoires a été, assez audacieuse de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a voulu en effet, avec cet appel à projets, pouvoir, mettre en selle plusieurs familles d'acteurs qui peuvent prendre l'initiative. Donc ce sont des acteurs qui peuvent prendre l'initiative et bien entendu, ils n'ont pas à rassembler tous les autres acteurs. C'est pas comment dire? Une obligation que d'avoir toutes ces familles d'acteurs. Il faut par contre, l'une de ces familles peut prendre l'initiative avec, pour le coup, alors c'est systématiquement une collectivité et puis un certain nombre d'autres, acteurs qui peuvent se joindre, mais c'est pas une liste enfin, c'est pas une liste, positive qu'il faut respecter, in extenso. Je pense que la notion de concertation sera importante, c'est-à-dire que peut ne pas être présent un acteur qui a quand même donné son avis sur le projet ou qui a donné son éclairage, ses préconisations. Voilà, je le vois un petit peu comme ça. Des cofinancements sont-ils possibles, en particulier pour des collectivités ou des organismes de recherche? Quel plafond maximum d'aide? Alors, c'est vraiment l'esprit de l'AMI, c'est-à-dire que les cofinancements sont obligatoires. En revanche, ils peuvent être publics comme privés.
hein, mais la subvention allouée au titre du PIA 4, elle ne dépassera pas 50%. Donc il faudra bien aller chercher des cofinancements ou effectivement des apports en fonds propres, quoi, enfin des financements en fonds propres. Alors j'essaye de chercher une nouvelle question. Oui, mais du coup, je ne retrouve plus la question. Alors oui, il y avait une question sur les coûts complets et les coûts directs, hein, sur le cofinancement à 50%. Est-ce qu'on raisonne en coût complet ou en coût direct? C'est bien uniquement sur les coûts directement liés au projet, hein, que le raisonnement porte. Ensuite, lorsque l'on répond... Attendez, lorsque l'on répond à l'AMI pour la première vague... Ah mais non, ça j'ai déjà répondu. Oui, ça j'ai déjà répondu, excusez-moi. Le projet peut-il porter d'autres secteurs que l'agriculture, notamment pour la logistique? La logistique peut être au service de l'agriculture. J'ai envie de dire que c'est une réponse de Normand, mais comment tu répondrais, Philippe? Peut-être que tu as une réponse plus exhaustive que moi. Redis la question du. Le projet peut-il porter d'autres secteurs que l'agriculture, notamment pour la logistique? Et donc je Bah, réponds la logistique, si elle excuse-moi, est au centre non de mais l'agriculture. si vous ce qui a été dit tout à l'heure par Mélanie, c'est qu'il fallait que ces démonstrateurs territoriaux soient liés aux 2 stratégies. Voilà. Donc il peut y avoir des sujets de logistique dans la partie, amont. Il peut y avoir, on peut être amené à faire circuler des intrants et cetera. On peut avoir évidemment des sujets sur la partie aval. On peut avoir les 2. Donc, l'activité agricole, l'activité alimentation qui mobilise des éléments de logistique, mais c'est toujours dans l'idée quand même, d'une démarche enfin, c'est une démarche de filière, agricole, heu et alimentaire. Bon, voilà, donc ça peut pas être de la logistique, isolée du monde agricole. Ça a été dit par, Mélanie. Il faut nécessairement que ces projets soient liés, aux 2 stratégies d'accélération. Voilà. Je vais réexpliquer le principe de la phase 1, phase 2, parce que Monsieur Guironnet a une question. Les différents appels à projets ne permettent-ils d'accompagner les projets que sur la phase étude, où la partie investissement d'équipement peut être prise en compte? Je pense notamment à l'AAP, industrialisation des systèmes constructifs. Euh, Qu'est-ce que c'est ça? Non, en fait, je pensais avoir compris la question quand je l'ai lue, mais alors, si je peux juste reposer, voilà, le cadre, la phase 1, c'est de l'incubation, la phase 2, ce sont les investissements et la réalisation. Monsieur Guironnet, si vous pouvez écrire un petit peu plus loin de quelle AAP vous parlez, parce que l'AAP des systèmes constructifs, je suis désolée, je ne le connais pas. Quel pourra être le rôle des DRAF, accompagnement des porteurs, boîte aux lettres, autres? Alors, il y a eu une réunion avec justement Philippe Vissac et moi-même le 15 février pour informer les DRAF de l'existence du projet. Donc, les DRAF, elles seront tout à fait fondées à accompagner les candidats, à peut-être les faire se rencontrer, parce que, comme on l'a dit, il y a une dimension collective très importante dans ce projet. Je n'emploierai pas le terme de boîte aux lettres du Non, non, tout. non. Les DRAF ont un rôle important à jouer, d'ailleurs les DDT aussi dans les territoires d'outre-mer et autres. Les DRAF vont pouvoir, susciter des projets. On en parlait, avec le DRAF, Aura, hier, bon, et on est en discussion aussi, dans plusieurs régions. Les DRAF vont pouvoir susciter des projets. Alors évidemment, on pense aux Varennes de l'eau, on pense à un certain nombre de sujets qui sont prégnants pour le ministère de l'Agriculture, mais ils ont évidemment pas un rôle qu'un rôle de boîte aux lettres et on est susceptible de leur demander, d'interagir avec les collègues en région ou en département si, se pose une question, liée aux politiques publiques. Je pense notamment par exemple à la tentative que nous, sommes en train de faire sur une expérimentation obligation de résultat sur sur les nitrates. Il est bien évident qu'il faudra qu'on interagisse avec,
les, les acteurs, de l'État en région, surtout si, il est question d'une dérogation temporaire, voilà, aux 8 mesures, de la di de des programmes d'action nationaux, enfin du programme d'action national, pardon, voilà donc les services c'est un exemple, hein, mais c'est pour illustrer l'intérêt d'impliquer les collègues, de l'État en région. Quelqu'un demande si on pourrait avoir la liste des inscrits au webinaire. Non, malheureusement, vous connaissez comme nous, je pense, la loi sur la réglementation et la protection des données personnelles. Donc, non, ça, bien sûr, non. La durée de la phase d'incubation peut-elle être réduite? Oui, je l'ai dit, hein, elle sera réduite, je dirais, au délai administratif de la contractualisation. Voilà. Donc, ça sera difficile de faire moins que 3-4 mois, je pense, mais on peut imaginer rentrer, voilà, se présenter en comité d'engagement début 2023, quoi. Est-il possible d'avoir un contact préalable au dépôt du dossier? Bien sûr, c'est comme je vous le disais, hein, c'est un peu l'idée des créneaux de 30 minutes qu'on accorde. Les contacts se feront avec des représentants territoriaux des opérateurs. Alors, quand vous demandez minutes, c'est avec moi-même et mon équipe que vous avez un contact. Donc, en tant qu'opérateur, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'êtes pas en contact directement avec le jury. J'en suis désolée, on n'a pas encore réussi à industrialiser ça. Mais voilà, on discute avec vous pour voir un petit peu où vous en êtes, quel est l'esprit du projet et le challenger éventuellement, vous poser des questions supplémentaires si ça peut vous aider à faire maturer un petit peu la réflexion. Monsieur Guironnet, vous me dites la l'AP en question fait partie de la... Ah, d'accord, l'AP, je ne sais plus comment vous l'appeliez, fait partie de la stratégie ville durable et bâtiments innovants. Le cadre des dépenses éligibles est le même, d'où ma question. Oui, tout à fait, oui, c'est tout à fait un cadre, le cadre des dépenses éligibles de ville durable pour les personnes qui ne comprennent, enfin, qui n'ont pas le contexte de ce que je suis en train de lire, est tout à fait proche, voire, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être quasiment le même que celui qui nous occupe. Je suis désolée, il y a tellement de questions que là, ça y est, je commence à perdre le fil. J'ai des collègues qui gentiment répondent aussi à l'écrit. Il y a une question qui pose qui questionne justement sur le lien à la foire aux questions, avec la foire aux questions. Ça a Donc été là, je pense répondu à l'écrit, ça, d'accord, ça a ouais. été Sur d'accord. achat public, sur achat public dès lors que... Et où est-ce qu'elle est la question sur TIGA? Tu peux me la lire? Attendez, alors on me dit, il y a une question sur TIGA. La présence d'un projet TIGA, donc territoire d'innovation grandes ambitions pour les non-intimes, sur un territoire proche ou qui couvre une partie du territoire répondant à cette AMI, peut-il être rédhibitoire? Ah non, pas du tout. Au contraire, enfin au contraire, je pense que les territoires ayant répondu à TIGA seront des territoires très sensibilisés à ces sujets, au même titre que ceux qui ont mis en place un PAT, par exemple. Maintenant, s'il y a un territoire qui aurait porté, qui aurait fait l'objet d'un financement TIGA déjà précédemment, voulait candidater, il le pourrait, mais il faudrait qu'il fasse la preuve d'une brique supplémentaire en matière d'innovation. Donc, ça voudra dire voilà, mettre en place un projet qui va plus loin que ce qui a déjà été financé, hein. Mais effectivement, c'est possible. C'est tout à fait possible. Est-ce que tu vois, Philippe, d'autres questions? Ah bah, il y a une question sur les dépenses éligibles, qui a répondu? Ouais. Oui, bon, je pense que ça fait figure dans l'appel, dans le cahier des charges. Heu, Peut-être. il y a un élément qui me paraît important, c'est qu'on a parlé, tu as parlé de réplicabilité. Ce qui est important, c'est de montrer qu'à l'issue du comment dire? Du démonstrateur, les choses ne vont pas revenir à leur état d'origine. Il y a l'idée qu'on doit avec ces moyens du pays à 4, on doit, transformer la manière dont les acteurs travaillent ensemble, par le biais encore une fois de ces leviers, d'innovation, mais aussi par l'organisation. Et donc il y a vraiment l'idée quand même dans les projets de démontrer qu'on va pas revenir en arrière, parce que sinon, bon voilà, on serait dans un projet, plus ponctuel et là il y a quand même, il va falloir démontrer
qu'on va bien inscrire les évolutions dans la durée. Donc merci à toi. Excuse-nous, alors bon, je vois qu'il y a des gens à qui on répond par écrit, hein, donc ça vous avez bien compris. Oui, Une il y a question quelqu'un. intéressante là sur un financement sur fonds propres préexistant à la candidature, peut-il être pris en compte? Je pense qu'il y a une date à partir de laquelle, le projet démarre, c'est ça, hein? Donc on peut pas, oui, on peut pas, il peut pas y avoir de rétroaction, enfin, de date. En gros, oui, le principe, c'est quand même que le projet ne pourra pas financer des dépenses, qui auraient été engagées avant son démarrage. Après, c'est comme tout, hein, le diable est dans le détail, au cas par cas. Si vous êtes en mesure, j'imagine, d'expliquer, de faire le distinguo entre ce qui relève des dépenses liées à l'innovation et ce qui n'en relève pas, il faudra regarder au cas par cas. Mais de manière générale, et l'esprit du PIA est le même pour tous les projets que je connais, c'est de ne pas déclarer dans le dossier des dépenses qui auraient été effectuées avant le démarrage du projet. Voilà, c'est un principe général. Voilà. Il y a une Pourra-t-on question intéressante. attends, je finis juste sur Vas-y, cela. vas-y, vas-y. L'export de ce chat. Alors, l'export de ce chat, c'est exactement ce que on vous a partagé à l'écran il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on va réécouter ce qu'on s'est dit, remettre sur le papier toutes les nouvelles questions qui ont été posées. Et dans la FAQ sur achat public, on va remplacer le document qu'on a publié ce matin avec toutes les nouvelles questions. Donc, vous n'aurez pas l'export de ce chat, qui serait peut-être pas très lisible, mais vous aurez les réponses, les questions écrites posées et les réponses formulées aussi en bon français. Voilà. Non, il y a une question, qu'on s'était posée, est-ce qu'il y a parmi les participants, les participantes, est-ce qu'on peut, comment dire, adresser des messages pour essayer d'être connecté à d'autres Oui, partenaires avec lesquels on pourrait tu éventuellement as envisager un raison. démonstrateur? Alors, ça, effectivement, ça, c'est un avantage collatéral non verbalisé à ce stade des échanges de 30 minutes. C'est-à-dire que, bien sûr, nous, on en garde la trace de ces échanges. Et donc, là, j'ai en tête une région dont la Chambre d'agriculture a pris rendez-vous pas plus tard qu'à 48 heures. Et on avait un interlocuteur du monde de la recherche très impliqué territorialement dans TIGA, dans les PAT, qui s'était fait connaître à nous aussi de manière isolée. Et du coup, on leur a proposé de participer ensemble à cet échange. Et ensuite, on a parlé ensemble de gens qui s'y retrouvaient déjà tous les deux main dans la main. Donc, prendre contact avec nous pour ces échanges de 30 minutes, c'est aussi l'occasion de rentrer dans une base de données. Alors, je mets vraiment ça entre guillemets parce qu'on n'est pas dans une échelle industrielle, évidemment, mais autant que faire se peut, et dès lors que les gens qui viennent à nous font connaître un territoire d'atterrissage, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'on a aussi en audition des personnes qui sont des opérateurs nationaux et qui ne savent pas encore avec quelle collectivité territoriale ils vont travailler. Et donc là, évidemment, ça ne nous est pas possible de flécher ces gens-là, si ce n'est à détecter dans le questionnement, le jeu de questions-réponses qui s'opère, à détecter des affinités ou des sujets de travail, d'expertise communs et de mettre les gens en relation si les deux parties sont d'accord, puisque évidemment, c'est un prérequis indispensable. Excusez-moi, c'est pas tout à fait fluide, c'est qu'il y a tellement de quelqu'un qui demande si dans l'idéal la structure porteuse est une collectivité ou une association, c'est bien aussi. Vraiment, et là-dessus, je crois que c'est une grande force de cette AMIC. Toute souplesse est donnée, hein. Ça peut être une association, ça peut être une entreprise. Bon, administrativement, sans dévoiler de secret d'alcool,
Je pense qu'on peut dire que c'est plus simple si c'est une collectivité territoriale, mais il n'y a pas d'injonction ou d'obligation contraignante à ce sujet. Donc une association, pour répondre à Diane Morrison, c'est bien aussi. Les investissements immobiliers type laboratoire, serre connectés sont-ils éligibles? Bien sûr, pour la phase de réalisation, bien entendu, hein, mais évidemment que l'objet d'un démonstrateur territorial tel qu'on se le représente, hein, maintenant, effectivement, ça peut être une plateforme digitale pour 80% du projet, je ne sais pas, mais voilà, en première intention, comme ça, on se représente évidemment des infrastructures quand même autour desquelles vont s'agréger le projet, ou se structurer peut-être une filière, des interactions entre partenaires, je ne sais pas, mais bien sûr que ce type de dépenses seront tout à fait attendues en phase 2. Voilà. Il y a un collègue, là, Pascal Bergeret, qui demande s'il y a un objectif de couverture du territoire national par les projets lauréats. On n'a Alors, pas, a Nicolas, priori. regarde, Nicolas a répondu. Si tu Nicolas a as répondu. une réponse, voilà, effectivement, on n'a pas l'ambition de couvrir le territoire, Ah, mais la diversité des territoires et la représentativité des différents systèmes productifs agricoles pourraient être pris en compte dans le choix des lauréats. En effet, oui. mais Tu peux, non, mais hein. non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que bon, Ouais. ce qui nous intéresse, c'est la diversité. On a parlé d'agroécologie, on a parlé de PAT, bon, et on s'est pas dit, voilà, on va en mettre, il y a 13 régions, plus les DOM, on va pas mettre, on va répartir, 2 2 démonstrateurs. Non, on n'en est pas là. On est sur quelque chose de beaucoup plus, enfin, on va regarder la qualité des projets et dans la qualité des projets, il y a la manière d'appréhender la diversité des situations agricoles. Voilà. Bon, bah, écoute, Philippe, on va conclure sur cette réponse-ci. Je pense qu'il pourrait y avoir encore beaucoup de questions, donc je vais répondre juste à la dernière. La durée des projets, une fois lancés, environ 5 ans. Voilà, on est sur cette échelle à peu près, ce pas de temps, hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un petit peu l'esprit. En tout cas, je veux vraiment vous remercier à tous pour votre participation nombreuse, vos questions aiguisées qui montrent un intérêt déjà nourri, déjà fouillé, qui moi me laisse penser qu'il y a déjà des réunions qui s'opèrent in utero. C'est très très intéressant tout ça. On a hâte de découvrir les projets qui pourraient sortir de tout ça. Euh, Philippe, je te laisse le mot de la fin. Pour moi, je vous remercie à tous. Non, mais je crois que, on a bien, c'est le deuxième webinaire, on en a eu un il y a une semaine. Il y a plein de questions, qui ont été, auxquelles il a été répondu en live, et merci aux collègues de la Banque des Territoires. Toutes ces questions, elles sont donc mises sur la foire aux questions. Donc vous avez vraiment là, outre les contacts dont a parlé Mélanie, les contacts directs, vous avez là vraiment toutes les ressources utiles pour déposer des projets. Moi, je voudrais simplement insister sur le fait que on en attend beaucoup. On attend des projets qui ne soient pas, enfin qui nous surprennent. Il faut faire vraiment un effort au niveau créativité, et ce qu'on a présenté comme étant des exemples, Mélanie l'a dit, c'est absolument pas limitatif. Il faut vraiment faire preuve d'imagination. Ça va être un des critères essentiels pour sélectionner les manifestations d'intérêt après le 1er juin, après décembre, et sur le troisième. Et donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister. Et n'oubliez pas des projets qui couplent à la fois la partie agricole et la partie alimentation. Pour nous, c'est extrêmement important. Évidemment que pour nous, on portera un regard particulier sur ces projets. Voilà. Donc en tout cas, merci à la Banque des Territoires, et merci à tous les participants, toutes les participantes. Merci à tous, c'était un grand plaisir pour nous en tout cas. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Encore.